Bien, bonjour, je suis très 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 émue aujourd'hui parce que c'est ma toute première interview de Imparfaitement Soi pour les femmes qui veulent devenir imparfaites et bien dans leur basket. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir mon amie, ma sœur de cœur, une femme que j'admire profondément, Alexandra Sismic. Bonjour Alex, Bonjour Alexia, bonjour à tous. ça va? Comment tu te sens? Moi, je me sens bien parce que ça nous arrive souvent de discuter comme ça, donc ça sera tout simplement une discussion entre nous deux qu'on va partager avec toutes tes abonnées et toutes celles qui ont envie d'écouter les partages simples de la vie. C'est ça, tout simplement. Donc c'est l'objectif de ces interviews, c'est une discussion avec des femmes qui me touchent, que j'admire, que j'ai envie de mettre en valeur et qui sont porteuses d'un message puissant, d'un message fort, mais aussi porteuses d'espoir et de joie. Et ça, c'est ma mission profonde, tu le sais, c'est de transmettre cette joie et c'est ce que j'ai à cœur de faire à travers ces interviews. Donc on va commencer tout simplement et bien entendu, je vais te challenger un petit peu, Alex. Je vais te demander de te présenter, bien évidemment, parce que sûrement qu'il y a des personnes qui te connaissent, mais d'autres pas. Et te présenter, mais pour l'instant, en dehors de la fameuse carte d'identité, en dehors de ta catégorie socio-professionnelle, de ton métier, de qui tu es au fond de toi. Je sais que c'est pas une question facile et on n'a pas forcément l'habitude, mais qui es-tu au fond de toi? Qui est Alexandra profondément, j'ai envie de dire, dans son âme? Oui, alors je vais essayer, hein. Aujourd'hui, ce jour, en octobre 2023, mon âme est très joyeuse, donc une âme Hmm. très joyeuse, très dynamique, comme un enfant qui aime énormément bouger. Je suis une âme qui est très, très enracinée encore et encore et restée très enracinée dans son pays, qui est la Serbie. Donc, une âme qui adore chanter et danser avec ma musique qui vient de mon pays. Mais je suis aussi une âme qui adore son pays d'adoption, qui se sent bien là où elle est. Donc, aussi une âme qui adore le contact humain. C'est une essence pour moi. Sans contact, sans amis, sans famille, je ne sais pas pour quelle raison exister. C'est la joie, la danse, la musique qui me caractérise surtout. Voilà. Oui, la joie de vivre, vraiment. Voilà. C'est Et ça. si on passe, je te remercie parce que je sais que c'est pas un exercice évident de répondre à cette question, mais comme d'habitude, tu l'as très très bien fait. Et qui tu es avec ta carte d'identité quand même, on va un petit peu Ah dire bon. pourquoi tu es là aujourd'hui, parce que tu vas bien entendu nous parler de ton histoire, ça sera dans un deuxième temps. Mais dis-nous rapidement, voilà, quelle femme es-tu, plutôt dans les cases maintenant? Alors, bah voilà, une femme de 41 ans qui a des origines serbes, qui vit en France déjà depuis 21 ans. Je suis maman d'une grande fille de 17 ans. Je suis en couple et je suis aussi une belle maman. Et je suis actuellement entrepreneuse, mais qui va encore changer de voie. Quand j'ai parlé une âme qui aime les changements aussi, bah voilà. Voilà, ça fait partie de ma carte d'identité aussi. Et Donc, pour l'instant, tu habites à Besançon, dans l'Est et de la j'habite, France. voilà, en Voilà, Franche-Comté, dans ton pays natal. Donc, voilà, exactement. Alors, si tu veux bien, parce que je pense que ça va être un peu l'essence et le cœur de notre interview aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler de ton histoire et peut-être à travers ton histoire déjà me dire quelle est la petite fille, me décrire la petite fille que tu étais, la petite Alexandra. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça? c'est une petite fille qui a grandi dans un pays en difficulté, donc dans les années 80, dans les années 90. Et ensuite, fin 90, on a vécu quand même beaucoup de choses désagréables, la crise économique, les guerres. Et j'ai grandi dans une famille très aimante, mais dans une famille qui a eu beaucoup de difficultés économiques, financières. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément marqué et qui m'a emmené à avoir des ambitions et qui m'a donné envie de le quitter ce pays parce que je ne pensais pas pouvoir réussir ma vie si je restais là où j'étais à ce moment-là, à cet âge, à l'âge de 19 ans. Donc, mais j'étais une petite fille
très joyeuse, très gâtée, capricieuse quand même, mais en même temps une petite fille qui avait des parents assez autoritaires parce que, comme je te dis toujours, hein, ne t'inquiète pas, je suis un enfant de communisme Mm. parce que mes parents, ils étaient aussi des enfants d'un régime communiste, donc on était assez... il fallait filer droit, hein, comme on dit en français. Et voilà, vraiment un enfant qui était toujours, qui voulait toujours, il était toujours quand même très compétitif, qui a eu envie d'être premier. Donc, une petite fille première de sa classe, qui a envie de bien jouer au foot, qui a envie de tout bien faire, mais quand même un petit peu un garçon manqué, très complexé, parce que j'avais des cheveux courts. Ah. Mm. Ça Et ta restait maman qui te coupait les cheveux? ma maman qui me coupait les cheveux parce que ils étaient très épais, donc très difficiles ils sont épais, très difficiles à entretenir. Donc voilà, c'était quand même un complexe pour moi. Donc je me mettais des jupes quand je jouais et j'imaginais des cheveux. Donc, ah oui, je faisais ça. C'était Ça, je savais pas. ah oui. Et puis, ou des fois des collants. Voilà. Je mettais, on jouait comme ça à l'époque, quand il n'y avait pas tous ces jeux qu'on connaît aujourd'hui. Et oui, un enfant quand même assez dynamique. Oui, je peux pas oublier les caprices et assez, oui, assez corrigé. Voilà. J'avais beaucoup de corrections physiques et mentales. Et toi, c'est puissant ce que tu dis là, et pour autant, c'était comme une normalité dans ton pays. C'est Complètement. quelque chose Avoir des qui n'est pas. fessées et des fessées très fortes, c'est absolument, ça n'a pas été grave. Et surtout, j'étais quelqu'un qui ne pleurait pas. Hmm. On pouvait me donner des fessées, et encore, hein, mes parents m'adoraient, m'aimaient énormément. Et puis, de toute façon, ils savaient pas faire autrement. On pouvait me donner des fessées et je pleurais jamais. Mais oui, c'est quelque chose qui était normal, mais si, avec du recul, c'était peut-être un peu fort. Et on voit aujourd'hui, enfin, pareil, Oui, on va en parler tout au long de ton interview, mais pour moi, c'est pour ça que j'avais envie de te parler aujourd'hui et d'avoir cet échange, parce que ce qui te caractérise et ce qui est totalement exceptionnel, c'est ta force mentale. Il y a la force physique, bien évidemment, oui, mais il y a cette force mentale et on voit qu'elle s'est déjà construite, qu'elle était déjà là dans ton enfance. oui. De par le pays dans lequel tu as vécu, tu as 41 ans et tu as connu la guerre, c'est quand même pas banal comme histoire. Voilà, avec des parents, comme tu le dis, aimants, mais finalement avec certaines violences physiques qui font partie de la culture. Et il n'y a pas à dire c'est bien ou c'est pas bien. On ne se posait pas cette question-là parce que ça faisait partie de ta culture. Et aujourd'hui, comment t'as intégré ça? Parce que aujourd'hui, en France, on dénigre beaucoup ça et c'est normal. Mais toi, justement, ayant vécu dans un autre bas, comment tu vois ça? Comment tu as vécu ça, toi personnellement? Moi qui est maman, j'ai quand même reproduit certaines choses sur Mm. ma fille, donc beaucoup d'autorité, Mm. parce que justement, voilà, ça, c'est quand même quelque chose que j'ai appris et qui était ancré, le programme que j'ai bien accueilli, j'ai bien gardé. Aujourd'hui, ma fille et moi, on a une relation merveilleuse de laquelle je suis très fière, mais j'ai quand même pris ce programme et je l'ai quand même reproduit à une manière beaucoup plus douce, bien sûr. Je me permets une petite Oui. parenthèse, mais j'ai écouté l'autre jour une vidéo et une coach disait, c'était assez joli, j'ai trouvé. Elle disait en fait, elle parlait de nos croyances et comme tu dis si bien, des programmes que l'on a intégrés à l'insu de notre plein gré. En fait, ça fait partie de notre éducation, ils sont là. Elle dit, un programme, une croyance limitante, c'est comme une newsletter. Tu vas t'inscrire à la newsletter de quelqu'un parce que tu as juste envie d'avoir le workbook, l'exercice, la méditation, peu importe. Mais ensuite, tu continues à recevoir des notifications. C'est pas forcément ça que tu voulais, tu t'étais pas abonné pour ça et tu continues à les recevoir. Et je trouvais ça joli de dire que les croyances, c'est ça aussi, c'est que quelque part, inconsciemment, on s'est abonné à un programme. Et même si on n'en veut plus, même si on n'est pas d'accord, on continue à avoir les rappels, les mails, les notifications, Voilà. jusqu'à un moment où on se dit, non, mais c'est plus OK pour moi et je me désabonne. Donc, Voilà. c'est ça que tu es en train de faire, c'est en train de dire, moi, j'ai ma culture, j'ai mon pays, je l'aime profondément, mais ça, je ne suis pas OK avec ça et je vais travailler sur moi pour me désabonner de cette croyance. Tout à fait. Ce programme, comme tu le dis, j'aime bien l'idée de programme parce que c'est comme quelque chose qu'on a dans notre ordinateur, mais sauf qu'à tout moment, on peut le supprimer et on peut l'enlever. Désinstaller. Tout à Ça, fait. de désinstaller, et c'est aussi reprendre notre pouvoir de désinstaller un programme. C'est de dire, je peux le faire.
C'est pas pour toute la vie que j'ai ça. Si je veux, si je le veux profondément, je peux me désabonner, je peux le désinstaller. Tout à fait. Super. Et est-ce que tu peux nous parler, parce que tu m'as un peu raconté, et ça m'a fait sourire, tes anecdotes d'enfants. C'est quoi qui t'a marqué dans tes jeux d'enfants? Tu m'as raconté des choses parce que moi, ce qui m'impressionne chez toi, c'est que tu es jeune, beaucoup plus jeune que moi, et en même temps, avec quand même une enfance pas évidente, bien loin de ce qu'on peut vivre, ce que les personnes ont pu vivre à la même époque en France ou dans d'autres pays, avec peu de choses pour s'amuser, et pour autant, tu as des très bons souvenirs. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça? Oui, complètement, oui. Comme je dis toujours, et puis quand je fais connaissance avec des nouvelles personnes, et puis si on veut comparer un petit peu ce qu'on a pu vivre, les personnes qui viennent d'ici ou moi qui viens de là-bas, et encore, tout le monde n'était pas dans ma situation. Je faisais partie d'une population qui était quand même majoritaire, qui était très en difficulté. Mais voilà, par exemple, une banane ou une orange, on l'avait quand on était malade. Donc, en hiver, souvent, quand tu as un petit peu le rhume, la grippe, bah, tu es presque content parce que tu sais que tu vas avoir plein d'agrumes que tu vas pouvoir manger. À mon époque, je mangeais même des citrons. Vous vous rendez compte, c'était tellement rare que je trempais dans le sucre et je le mangeais pour qu'il soit pas acide. Parce que c'était pas souvent. Je mangeais une banane, mais je la mangeais pas, je la léchais. Et je dis toujours l'histoire de Kinder. Un œuf Kinder, pour moi, c'était une sucette, c'était pas un chocolat. Il était tellement rare que je le léchais, je le mangeais tout doucement. Donc c'était un peu ça, mais en même temps, voilà, beaucoup d'amour, beaucoup de jeux du matin au soir, l'amour de la grand-mère. Jamais de cadeau de Noël parce que ça fait pas partie de notre culture. Mais voilà, Et est-ce que ça t'empêche d'être heureuse? oh, absolument pas. Quand je veux vraiment avoir ce sentiment de bonheur, et tu le sais, justement, j'arrête quelque part le moment et je reviens dans une autre réalité parallèle où je suis cette petite fille qui joue du matin au soir et qui vient juste vite fait boire de l'eau à la maison et je repars vite pour ne pas rater un jeu ou quelque chose. Et l'été, un été, quand j'étais petite, bah, j'ai l'impression que c'était 6 mois, que c'était pas 2 mois. Ou en hiver, les jeux sur la neige, bah, c'était le bonheur. C'est chouette ce que tu dis parce que c'est vraiment ce qu'on appelle se reconnecter à son enfant intérieur, et toi tu le fais de manière spontanée. Et pour les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, depuis combien de temps vous ne vous êtes pas connecté à votre petite fille, votre petit garçon intérieur qui avait peut-être cette joie? En tout cas, il y a sûrement eu des bons moments, et vous reconnecter à ça pour ressentir cette joie de l'enfant qui n'a pas, comme tu le dis, qui est insouciant et qui a juste envie de jouer avec ses copains, ses copines, et d'être dans l'instant. Et c'est pareil, là aussi, j'ai envie de faire une parenthèse pour vous partager quelque chose. On parle de savourer l'instant présent, d'être dans l'instant présent. J'ai aussi entendu quelqu'un qui disait, et j'ai beaucoup aimé, soyez, au lieu de dire savourer l'instant présent, soyez présent à l'instant. Et j'aime beaucoup cette formulation parce que je trouve que ça nous redonne notre responsabilité. Sois présent à l'instant. L'instant que tu es en train de vivre, donne ta présence. Et c'est ce que tu fais quand tu nous racontes tout ça. Donc, c'est chouette. Voilà. J'essaie de partager des petits tips en même temps pour que vous puissiez peut-être prendre un papier, un crayon. Moi, j'ai un petit carnet et simplement noter ce qui vous parle dans ce que dit Alexandra, dans ce que je dis, dans ce qu'on partage. Parce que, vous savez, un déclic, ça vient d'un mot, d'une phrase, d'une attitude, d'un livre, d'une vidéo. C'est pas un grand changement. Un déclic, ça vient de quelque chose comme ça, comme une petite graine qui va se semer à l'intérieur de nous et qui va donner une belle fleur. Donc, profitez de ces moments de partage parce que c'est pour ça qu'on les transmet. C'est pour vous permettre d'avoir vous aussi des prises de conscience. Et ensuite, donc, il y a eu l'adolescente. Oh oui. Ah, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette adolescente? Alors, l'adolescente, oui, donc on va dire du sixième, donc le collège. Oh là là, très très difficile. Quelqu'un qui part d'un milieu rural dans une ville, parce qu'on allait en ville à l'école. On va en bus, on est là complètement autonome. J'allais en ville qu'avec mes parents pour acheter les baskets, les petites sandales, plusieurs fois dans une année, mais pas souvent. Donc, c'était pas évident. Mais malgré tout, cette petite Alexandra, elle savait déjà ce qu'elle aimait. Donc, elle aimait le théâtre.
tu le sais très bien. Donc, je me suis inscrite toute seule pour faire mes cours de théâtre avec les enfants de la ville, avec la prof, sauf que mes parents m'ont pas permis parce qu'il fallait rentrer en bus plus tard. Donc, pour moi, on me laisse pas faire, c'est pas grave. C'est normal, mais maintenant, je me dis, je regrette parce que c'est vraiment, j'aime tellement le théâtre, mais vraiment dans mon pays, encore dans ma langue, parce qu'il y a quand même une connexion qui est différente avec sa langue maternelle et puis une langue étrangère. Voilà, c'est pas la même chose. Et voilà, c'était vraiment pas simple. Voilà, assez de complexe. Je dirais quand même une période pour moi pas simple, pas voilà, compliquée, pas Pas forcément. forcément bien dans tes baskets, dans ta Non, peau. voilà, pas du tout, pas du tout. Voilà, une fille qui a envie d'avoir déjà l'allure d'une femme, l'apparence d'une femme, alors que j'étais très mince. Voilà, c'était pas simple. En tout cas, voilà, c'était pas une belle période encore une fois, mais il y avait ce regard de l'autre qui commençait où je commençais à prêter énormément attention. Voilà. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, on sent Voilà. bien dans ton discours où ça commence à switcher, où il y a l'insouciance, et puis d'un coup, voilà, les complexes arrivent, le regard de l'autre. Voilà, ça se met en place, qu'on soit en Serbie, qu'on soit en France, Oui, qu'on soit partout ailleurs. pareil, hein, voilà. Le processus, il est un petit peu toujours le même. Voilà. Et puis donc, à la fin de cette période, tu deviens une jeune femme. Et qu'est-ce Voilà. qui se passe là pour toi? Alors, le lycée, j'étais inscrite dans un lycée un petit peu, on peut dire, d'élite. Donc, issu de ce lycée, vous avez, on peut dire, en Serbie, hein, quand on fait un lycée, on a une profession à la fin. Hum, Je sais pas, on est secrétaire, on est infirmière, mais mon lycée n'était pas fait pour, c'était une prépa pour aller à l'université. Donc, j'étais vraiment, voilà, parmi les bons élèves. On peut dire que la moyenne de la classe était à 18 sur 20. Voilà, tu n'avais pas droit à l'erreur. l'échec. De toute façon, tu peux pas parce que tu es parmi les meilleurs. Et donc, dans un lycée où il y a que des enfants des dentistes, des médecins, quand je dis ça, on peut encore voir le pays où on va bien distinguer une classe, des milieux sociaux, Hum, beaucoup plus que ici où c'est un pays développé. hum, Là-bas, quand tu viens d'une famille pauvre, le diplôme est le seul moyen de peut-être réussir ou si tu te maries bien. Et en hum. plus, tu as le diplôme. Donc, Ah, bien. il faut que tout soit réuni. Voilà. Donc, là, j'ai fait tout mon possible. C'était beaucoup plus joyeux parce que là, j'ai vécu des moments où je sortais avec des copines, où on a vécu encore des soirées incroyables que les enfants d'aujourd'hui, je pense que ce soit en Serbie ou ici, ils ne peuvent même pas imaginer. C'est pareil pour toi et ta génération en France. C'était beaucoup plus simple. Mais oui, c'était une période beaucoup plus belle, mais des chagrins d'amour, rien de mais très inquiète pour la suite. Comment je vais faire mes études parce que mes parents, ils n'ont pas les moyens parce qu'en Serbie, dans tous les pays de l'Est, et puis je pense que dans le monde entier, on paye tout. On paye les études. On n'a pas le confort Hum. social qu'on a en France. Donc, on est unique ici. Donc, voilà l'inquiétude pour la suite. Qu'est-ce qui se passe dans la suite? Alors, dans la suite, donc comme j'étais en quatrième année de mon lycée, j'ai décidé de passer les examens d'entrée pour la fac de droit que j'ai réussi. Et bien sûr, je me suis dit, ça sera pas possible. Je vais aller à la fac, mais comment je vais faire? Il fallait à l'époque 3 000 € pour s'inscrire. C'était un morceau de terre de mes parents parce qu'on vient d'une famille Agriculteur. d'agriculteurs, voilà. Et donc, je me suis dit, c'est impossible. Et dans ma tête, déjà, à ce moment-là, donc j'avais déjà 18 ans, et il y a un déclic quand même qui vient tout seul. Je pense que c'est le bon Dieu, l'univers qui me met un livre sur mon schéma. C'est une amie à moi qui m'achète un livre pour mon 18e anniversaire. Florence Kovelchin, Le jeu de la vie et comment la jouer. Comment jouer. Alors, je regarde le livre. Bizarre pour moi. Donc, la loi de l'attraction. Expliquer Tu connaissais pas à l'époque. absolument rien du tout, rien dans le développement. Oui, je connaissais la religion, qui est quand même très limitée, que ce soit orthodoxe ou catholique ou n'importe quoi, hein, voilà. Et je me dis, mais j'ai compris que ce livre, quand je me sentais mal, il y avait pas, par exemple, il fallait partir en voyage scolaire, on n'avait pas d'argent. Je me suis dit, je vais lire une histoire de ce livre et je suis sûre que quelque chose va se passer. Le livre m'a montré que dès que ça n'allait pas, je lisais une histoire qui me donnait de l'espoir.
Et c'était vraiment un livre que j'ai pris quand je suis partie en France. Et je me suis dit, de toute façon, dans mon pays, il y a pas de vie pour moi. C'est Il n'y a pas pas possible. d'issue. Ouais. Il n'y a pas d'issue. Je peux pas réussir. Je peux pas, j'ai pas la famille qui peut Mm. assurer mon avenir parce que j'avais des ambitions. Je m'imaginais absolument pas ne pas faire des études ou ne pas avoir une vie financièrement confortable. Malgré tout, le financier, ça reste un beau confort et quelque chose Bien qui est très sûr. positif. Et je me suis dit, il y a pas de, moi, je dois partir à l'étranger. Je me disais, il faut que tu partes, il faut que tu partes. Et puis, toute ma quatrième année du lycée, je me suis dit, il n'y a pas de place pour toi dans ce pays, il y a plus rien à faire. Et tout d'un coup, l'été, donc juillet 2001, je vais faire connaissance d'un garçon qui vit en France. Et je tombe très amoureuse. Et il tremble. Il vit en France, c'est-à-dire que Bah, il est serbe. il est d'origine serbe, il est né en France, mais sa grand-mère vit en Ok. Serbie, dans le même village. Donc, c'est le papa de ma fille. Et tout d'un coup, j'ai un billet pour partir en France. Et je suis en plus amoureuse. C'est ce que je crois, en tout cas, hein. Mm. Voilà, parce que tout est tellement bien fait, la vie est tellement bien orchestrée que tout s'est fait. Et 10 mois après, donc en 2002, je suis arrivée en France. Mm. Donc, j'ai Et décidé de... là, Voilà. je fais une pause parce que je connais l'histoire. Et ce que j'ai envie de préciser quand même, c'est que tu arrives en France, tu as 19, 20 ans. Voilà, 20 ans. Tu n'as jamais quitté ton pays. Jamais. Tu n'as jamais J'étais quitté en ta vacances. famille. Et surtout, tu ne parles pas un mot de Non, français. non, pas Et un tu mot. On débarques aurait dans un dit, pays où tu ne connais rien. non, non. C'est ma belle-mère juste qui m'a pris et qui m'a dit, mon ex-belle-mère, écoute, ce que tu vas faire, c'est, parce qu'elle a fait la même chose, c'est quelque chose de très dur. Tu vas te couper de tout le monde. Je dis, quand vous avez une envie, on peut vous dire ce qu'on veut. Moi, j'ai mon but. Tu peux parler. J'y vais. Donc, j'arrive ici, déjà, je tombe du ciel parce que j'arrive dans un bâtiment. Je vis dans un bâtiment. Moi, c'était, waouh, super. Parce que j'étais à la ferme. On avait à peine une salle de bain qui fonctionnait. Pas toujours. Donc, là, il y a tout qui marche. Il y a le chauffage collectif. Il y a tout. La totale. La totale, mais vous voyez, ça peut paraître Oui, mais c'est intéressant ce que tu racontes. Enfin, moi, mais je connais l'histoire et pour autant, je découvre encore et je me dis waouh, mais c'est juste c'est incroyable. On a du mal tellement... à imaginer. Ouais. Voilà, le McDo en Serbie, j'ai bu une fois dans ma vie un milkshake pour un voyage scolaire au McDo. Là, de temps en temps, on mangeait au McDo la pizza. J'ai jamais mangé une pizza chez moi. Plein de choses comme ça. Voilà, la découverte de nouveautés. Voilà. Mais je me suis vite rendu compte que l'histoire avec ce garçon n'était peut-être pas la bonne. Sauf que quand on s'engage, bah, je suis restée 11 ans. Donc, Mm. on quitte pas une vie de famille comme ça. Comment, Mais comment c'était pour toi d'avoir quitté tes parents, ta famille, horrible, ton pays? horrible. J'ai écrit des lettres parce qu'à l'époque, en 2002, il y avait des cabines téléphoniques. J'écrivais les lettres à mes cousines parce que j'étais très attachée à mes cousines et je suis encore très attachée. Et aujourd'hui, quand et puis une de mes meilleures amies aussi là-bas, et elle a retrouvé mes lettres et c'était des lettres ben, quasi suicidaires. Mm. Très triste. Et ça m'est arrivé de les retrouver, ben, je les ai quand même détruits parce que je ne peux pas lire ces choses-là. Mm. C'était très dur, j'avais envie de revenir, j'étais pas bien du tout. Rien à voir avec cette famille qui m'a quand même accueilli, qui était quand même assez dure, qui était quand même assez gentille, mais très arriérée dans les traditions. Où j'appelais mes beaux-parents maman et papa, où je faisais le café à mon beau-père, où je faisais à manger, je respectais tout le monde. Voilà, c'était comme ça, c'était mon éducation, mais c'était quand même oui, horrible. Voilà. Là, tu vois, on voit la petite fille qui était dans son pays, dans ses jeux, super heureuse, l'adolescente qui commence à avoir des complexes, l'adulte qu'on pousse à bien travailler, puis toi aussi, parce que tu avais déjà cette conscience que pour t'en sortir, il fallait avoir des résultats, etc. Et après, un projet vers un pays qui te donnerait un avenir meilleur. Les premiers moments,
on le voit dans ta description, waouh, c'est la découverte de tout. Et après, La euh, réalité, la réalité qui te rattrape et c'est pas l'Eldorado que t'attendais, quoi. et Plus, puis surtout, plus la relation de couple qui n'est pas celle que tu espérais non non, et pourtant, c'est la faute de personne parce qu'aujourd'hui, plus. je ne savais pas porter à l'époque les lunettes roses que j'ai tous les jours aujourd'hui. Ça aurait pu être vu autrement, mais j'étais tellement pas prête à quitter le nid familial. J'étais tellement pas mûre, j'étais tellement pas finie, j'ai pas grandi. J'étais encore un fœtus qui est parti trop tôt dans la couveuse, en fait. J'ai En plus, par là-dessus, tu deviens maman assez À rapidement. maman, je suis à 4 ans après, à l'âge de 24 ans, et même ça, c'était pas vraiment voulu parce que j'étais pas très heureuse dans mon couple. Et même là, le choc, mais ensuite, une joie inimaginable, mais quand même très, très dure, très, voilà. C'était oui, une déchirure pour moi qui a duré peut-être 13 ans, on peut dire. C'est énorme. Et comment cette Alexandra, parce que bon, l'interview pourrait durer des heures et je crois qu'on t'écouterait sans se lasser, mais comment fait-on pour être cette Alexandra-là qui arrive avec des rêves plein la tête, qui descend, on le voit, je vais pas dire aux enfers parce que c'est pas le cas, mais Aux enfers dans ma tête. dans ta tête en tout cas, quelque chose de très noir. Et comment on remonte? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Qu'est-ce que tu as fait déjà pour apprendre la langue? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu as travaillé? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais une image de mes beaux-parents et de toute la communauté qui était là et qui était très nostalgique, très intégrée, parce que la communauté yougoslave à l'époque était très travailleuse, très intégrée, très arrangée, mais très triste. Et puis, ils survivaient 11 mois pour partir un mois en été et vivre enfin la vie qu'ils aiment, donc vivre dans leur pays. Parce qu'ils n'ont jamais vraiment appris la langue, parce qu'ils n'ont jamais eu le travail de leurs rêves, ils ont travaillé dans les usines, les artisanats, voilà, des choses, tout ce qu'on n'aime pas, hein, voilà, en tout cas eux. Et je me suis dit, il faut absolument travailler. Donc déjà, j'ai trouvé un travail autant que serveuse, donc j'ai fait ça 2 ans et demi. Alors que tu parlais pas français. Pas du tout. Mais je me suis dit, j'y vais parce que c'est comme ça que je vais apprendre. Et encore, cette Alexandra, en fait, je pense que je suis quelque part, c'est mes parents qui m'ont entraînée d'être ambitieuse. Tu peux, tu fais, tu fais, même ils m'ont trop poussé un peu. Ouais. Donc, quand j'avais une idée, il y a rien qui compte, il y a que ça, il y a l'idée, il y a le but. On y va vers ça. Et puis, en fait, je vois pas les obstacles. Et je réfléchis même pas. Donc, je me suis quand même bien intégrée. J'ai appris le français et j'ai quand même eu à l'école, j'étais à l'école pour apprendre le français. Puis après, je me suis dit, mais non, si tu restes serveuse, ton avenir, il est pas merveilleux, surtout avec un enfant. C'est vivre de nuit, j'ai pas envie. Et là, il y avait une école de commerce juste à côté et je me suis dit, allez, on y va, pourquoi pas? Parce que de toute façon, mon envie, c'était toujours de faire des études. C'est quelque chose qui est ancré parce que c'est un programme qu'on m'a encore installé. Si tu fais pas des études, parce que ma mère, elle a fait que le collège, elle n'est pas allée au lycée, donc ma mère, elle le dit ouvertement aujourd'hui, toutes mes complexes, je les ai soignés avec Alexandra. Donc, Mm. j'ai poussé Alexandra là où j'ai pas pu aller. Et elle le dit, mais elle pense qu'elle a bien fait. Oui, c'est ça. Et, Elle le dit avec plein d'amour. et elle le dit, en plus, elle est fière. Tout ce que j'ai pas pu faire, ma fille, j'ai fait en sorte que ma fille le fasse, mais est-ce que ta fille avait envie de le faire? Oui, c'est ça, là, c'est pour poser Voilà. cette question-là. En C'est tout cas, l'enfant de la réparation, en fait. Mm. voilà, tout à fait. Et puis c'était, voilà, il fallait faire. Donc je me suis dit, il faut absolument que j'ai ce diplôme français parce que la France ne veut pas me reconnaître si je lui donne pas la preuve Mm. que je respecte le système, que je l'intègre et que j'ai validé quelque chose. Donc j'entre dans une école de commerce pour faire un bac pro-vente. Je sais pas écrire, lire, oui, mais parler avec un accent très Oui, en fort. français, quoi. Mm. Mais je sais pas écrire. Personne ne le sait parce que personne ne vérifie. Et puis, comme c'est un bac pro, il n'y a pas beaucoup d'épreuves en français, donc tout va bien. Et là, tout au long, bah, j'écris les cours. J'écoute les cours et j'écris en serbe, mais j'écris le mot en français. Par exemple, merci, je vais écrire M-E-R-S-I. Mm. Voilà, Mm. parce que pour moi, en serbe, ça se prononce Oui. comme ça. C'est comme ça que j'ai appris, super bien. Ça s'est bien passé. Ensuite,
un BTS où j'ai encore super bien réussi parce que j'avais très envie, encore une fois, et avec un 10 en français parce qu'il y avait des épreuves, voilà, avec des copies anonymes. Quand je t'écoute, je me dis, mais est-ce que c'est Voilà. juste incroyable, incroyable. Voilà. Donc, et encore une fois, hein, encore, il y avait que ça, que ça, que ça, que ça. Et voilà, c'est parti. Et puis par la suite, tout au long de ma carrière professionnelle dans la distribution alimentaire, j'ai un niveau licence où j'ai fait au CNAM à Nancy pendant mon divorce. Donc, avec des plaques rouges, Le stress. du stress et quand même, je l'ai encore bien réussi. Encore une fois, c'est pas un magistrat ou un doctorat, mais pour moi, c'était le cas. T'es divorcée, t'es serbe, t'as un enfant. Voilà. Je veux dire, où la plupart des gens, des femmes, et c'est ok, se diraient, mais moi je peux pas tout faire, et toi tu y vas. En Non, fait, et on sent à travers toi ce qui te transcende, c'est la volonté, c'est l'envie. Enfin, c'est quelque chose chez toi qui est. Je parle de force mentale, et je pense qu'aujourd'hui, même si tu ne l'es pas, on sait entre nous que tu pourrais être coach en force mentale, oui. parce que toutes les personnes là qui vont écouter cette interview et ton histoire ne peuvent que reconnaître ça en toi. Bah, plus c'est dur, plus ça me motive, ce qui n'est pas toujours bien. On est Oui, oui. d'accord que Le c'est challenge, c'est d'amener un peu de douceur dans ta vie. voilà, tout à fait. Voilà, ça, c'est ce que j'ai essayé de faire avec tes stages et ça me réussit un petit peu quand même, mais malgré tout, j'accepte qui je suis. J'accepte cette femme Amazon quand même qui est en moi et c'est comme ça. C'est, Et donc, une fois que tu nous as parlé de tout ça, si je te pose la question de finalement quel a été ton plus grand défi dans ta vie, c'est quoi? Parce qu'il y en a eu, pour moi, quand j'entends, il y en a eu plein. Mais toi, quel est celui qui a été le plus difficile pour toi à surmonter? Alors, le plus difficile, je pense que le défi pour moi, c'était de quitter mon entreprise grâce à laquelle j'ai réalisé mes études, grâce à cette équipe et puis c'est ce patron qui était dans cette entreprise qui m'a aidé quand même dans tous les démarches que j'ai entrepris pour être autonome, pour divorcer, et j'ai décidé de quitter tout ça et d'entreprendre. Et dire à une personne comme ça que je dois partir, c'était horrible. Parce qu'il y avait beaucoup de culpabilité. Voilà, tout Ça à qui fait. était- C'était, qui je était- pense, le plus gros défi pour moi. Voilà, là, quand il fallait, encore une fois, donc il y avait cette figure paternelle. En fait, je dis toujours que dans toute ma vie, j'avais toujours une figure qui me faisait peur. Donc c'était, on va dire, ma mère. Ensuite, c'était ma belle famille. Ensuite, c'était mon patron. Après, c'était mon compagnon actuel et maintenant, plus personne. On va, on va pouvoir parler de cette évolution. Je voudrais te parler aussi de ta plus grande joie. Oui. Et je pense que ta plus grande joie, peut-être, ça va faire partie de quelque chose dont on n'a pas encore Ah, parlé. ah oui, les haltères. Les C'est haltères. un petit symbole pour faire un clin d'œil à Voilà. Alexandra Oui. parce qu'elle n'a pas encore parlé de ce qui fait partie de sa vie, c'est le sport. Mais quand je dis le sport, si vous la suivez, on mettra la description de ses réseaux sociaux sous la vidéo. C'est pas un peu de sport. Et Beaucoup de sport. c'est beaucoup de sport, voilà. Donc on parle de force mentale, mais aussi de force physique. Et Oui. qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui t'anime dans le sport? Qu'est-ce qui t'a amené à faire autant de sport? J'ai toujours rêvé. Dès que je suis arrivée ici, j'étais toujours attirée par les salles de sport. Je me dis, qu'est-ce que ça serait bien de pouvoir sculpter mon corps comme je veux. Je sais pas, ça m'a toujours attirée, mais inimaginable dans ma famille à l'époque. Hein. C'est hors de question qu'une femme puisse aller en salle de sport. Et j'habitais à côté d'une salle de sport où je passais tous les jours. Je voyais les gens faire de aérobic à l'époque, voilà. Donc, dès que j'ai pu, et ça fait maintenant des années et des années, je me suis inscrite et puis c'est parti, j'ai jamais abandonné. Qu'est-ce qui m'anime autant? Bah, c'est, comme je dis, ce dépassement de soi. Et aujourd'hui, avec le CrossFit, bah, c'est vraiment le dépassement, le dépassement, le dépassement. J'aime tellement ça. J'aime bouger. Je pense que c'est dans mon ADN. Bouger, j'aime bouger, tout simplement. Je trouve notre corps, il est tellement bien fait. C'est tellement dommage de le laisser
il faut pas qu'il rouille en fait, il faut pas qu'il bouge, il faut bien vieillir, voilà, il faut soigner tout ça, voilà. Et moi, c'est normal pour moi. Ça fait partie de ta vie. Mais alors, est-ce que c'est ta plus grande joie? Euh, Pas que, c'est quelque chose qui contribue énormément. C'est surtout, je pense que le sport aujourd'hui, c'est mon hygiène de vie, c'est ma façon de vivre. C'est comme se laver les dents, comme prendre une douche. Pour moi, c'est aller faire une séance de sport. Des fois, on n'a pas envie de prendre une douche, hein, le Mais on soir. Mais on le fait quand même. Mais le sport, moi aussi, des fois, j'ai pas envie, mais je le fais quand même. Et oui, et c'est peut-être, oui, je suis pas, ça fait partie je pense qu'une grande joie, ça peut pas être une seule. Qu'est-ce que tu auras envie de nous partager, en tout cas, dans tes grandes joies, celles que aujourd'hui tu auras envie de nous partager? Ben, mes grandes joies, bah, c'est vraiment me retrouver encore une fois. Donc, je vais parler de cette relation humaine. Bah, une grande joie pour moi, c'est un café avec toi à 10 heures du matin ou un appel avec toi qui on s'appelle 3 minutes et puis on reste une demi-heure à parler des choses où tout le monde ne peut pas comprendre des fois. Une grande joie pour moi, c'est retrouver ma famille en Serbie, retrouver mes cousines comme si je les ai quittées il y a 25 ans dans un champ où on jouait. Rien n'a changé. Ma grande joie, c'est être ici en famille, en paix, au calme. Et c'est vraiment, je pense que ma grande joie, c'est mon existence. Et j'en profite pour vous dire, si vous avez besoin, mettez la vidéo sur stop et posez-vous cette question. Quelle est votre plus grande joie? Ou vos plus grandes joies? Comme a dit Alexandra, il n'y en a pas qu'une, elle en a cité plusieurs. Et vous, est-ce que vous savez quelle est votre grande joie? Parce que on est souvent, surtout en France, j'ai envie de dire, à se plaindre de ce qu'on n'a pas, etc. Et si on changeait de lunettes et si on regardait ce qu'on a et de peut-être écrire là maintenant ou mettre dans votre téléphone ou dans votre tête tout simplement, quelle est votre grande joie? Et ça va m'amener à une autre question pour toi, Alexandra, c'est quelle est ta plus grande fierté? Ah, la fierté, ça aussi, j'ai quand même un peu réfléchi parce que je me suis dit, il va voir cette question. En fait, moi, je peux pas, il y a aucun événement ou aucune médaille entre parenthèses ou diplôme qui peut dire c'est ma plus grande fierté. En fait, ma fierté, c'est que aujourd'hui, à l'âge de 41 ans, grâce à tout ce que j'ai pu apprendre par rapport au développement de mon âme, de cette Alexandra qui est en dehors de ce corps physique qui existe, c'est que j'ai appris à apprécier ce schéma. En fait, il n'y a pas j'ai jamais un objectif, il est atteint, qu'est-ce qu'on fait après? Mais en fait, les objectifs, ils sont là tout le temps, tous les jours. C'est vraiment savoir apprécier ce process. Et même quand il me plaît pas, et en ce moment, on a vécu quand même avec mon compagnon des moments quand même pas simples Des gros dans la vie challenges. d'entrepreneur, des gros challenges. Et on a réussi à vivre ça, mais avec une légèreté. Mais des fois, on se dit, est-ce que tout va bien Alors ici? là, j'ai envie de te dire que toutes les personnes, quasiment 100% qui sont en train de regarder la vidéo, sont en train de se dire comment elle fait. Alors, bah, c'est Ta pas, clé. ça vient pas comme ça parce que allez, on va dire qu'il y a un énorme changement il y a peut-être 2 ans en arrière où j'ai fait des choses qui m'ont permis de changer, de voir la vie autrement quand même. Et je peux donner un outil, et c'est pas parce que aujourd'hui c'est toi, mais il y a des outils que tu vas peut-être me demander plus tard, mais j'en ai fait quand même plusieurs stages au voyage au cœur de soi. Et quand je dis stage, c'est des constellations familiales. Donc, on a déprogrammé certaines choses qui me pourrissaient la vie quand même. J'ai pris des décisions, mais quel process j'ai mis, combien de conversations on a eu toutes les deux avant que je prenne la décision que j'ai prise il y a un mois en arrière pour me trouver là où je suis. Donc c'était c'était un sacré champ de bataille quand même. Hein. Donc, mais je suis toujours là à me batailler quand même. Donc je ne sais pas si c'est le mot, mais voilà, c'est moi la combative qui utilise les mots comme ça. Mais C'est ton mot à toi. Et voilà. tu fais énormément de chemin, mais tu as toujours, on le sent, tu as toujours pris les choses en main.
Et comme tu l'as dit, je ne vois plus les obstacles, tu vois simplement là où tu as envie d'arriver. Et Voilà. je pense que s'il y a quelque chose qu'on peut partager là, parce que c'est le but aussi de ces interviews, c'est de donner des éléments et chacun va faire son marché. Et c'est la clarté Oui, sur ce toujours. là où Voilà. tu peux aller. Comme tu disais, il y a des objectifs et il y en a un autre, et il y a un objectif sportif et après il va y avoir autre chose. Mais où est-ce que j'ai envie d'aller? Quelle femme j'ai envie d'être cette Oui. année et l'année suivante et dans Oui. 5 ans? Et c'est cette vision-là sur la femme que tu as envie de devenir. Mais je ne le savais pas. Je le sais depuis peu. Mais tu Je sais, le en tout fais cas, consciemment. mais tu sais Donc, que tu as envie d'être cette femme qui est heureuse, tu vois, qui ressent de exactement. la joie. Ça, Voilà, tout à fait. forcément un objectif, une conscience ou une clarté sur des objectifs professionnels. C'est j'ai envie d'être une femme sereine, heureuse, alignée, peut-être avec un peu moins de yang et un peu plus de yin. Voilà. Il y avait tout ça que tu avais envie d'atteindre. Et après, les choses, elles se mettent en place naturellement, mais aussi parce que tu as décidé de prendre en main ta vie comme tu l'as toujours fait, on le voit très bien dans ton récit, et d'avancer pour atteindre Oui. voilà, cette conscience-là. Oui, l'univers, il fait le boulot, hein, on est d'accord. On envoie une envie, il va faire le nécessaire, sauf que nous, si on reste sans rien faire, il se passera rien. Tout est une énergie, tout est un produit des interactions. Si on va aller chercher si on va jamais aller chercher les autres, si on va jamais bouger d'un travail qu'on n'aime pas ou d'une relation qu'on n'aime pas, ben, l'univers, il peut pas faire grand chose. C'est quand même toi qui prends les décisions. C'est quand Donc même toi qui prends ça des décisions. fonctionne si on n'est pas assis dans son canapé à attendre. Hein. Absolument. Et des fois, quand on ne peut pas tout seul, comme j'ai fait, bah, on demande de l'aide. Ou on écoute des vidéos, on lit des livres et Ça, voilà. tu l'as beaucoup fait aussi. Il y a eu le stage voyage au cœur de soi, comme tu l'as dit Énormément, énormément. Voilà. parfois avec les constellations, mais je sais aussi que tu es quelqu'un qui écoute beaucoup de podcasts, Tout à qui fait. te renseigne. Et ça aussi, c'est dans ton énergie, comme ton entraînement. En fait, comme tu entraînes ton corps, tu entraînes ta spiritualité. J'ai une hygiène quand même Ouais, spirituelle ouais, c'est qui est ça. là. Voilà, j'essaye de méditer le plus souvent possible. Et puis encore, hein, on va banaliser. Je reste au calme, je fais rien de spécial. Voilà, donc j'essaye de méditer le plus souvent possible. En tout cas, je me couche jamais sans avoir fait mes gratitudes et ma prière. Je peux à ne pas méditer, ça m'arrive parce que je suis tellement fatiguée des fois et puis je m'endors. Donc des fois, ça sert pas à grand chose si on s'endort, mais sans dire merci. Moi, je dis mon Dieu parce que j'aime dire ça pour cette eau que j'ai bu aujourd'hui, pour la nourriture, pour l'argent que j'ai eu, pour des relations que j'ai pu rencontrer, des gens. Voilà, remercier pour ces choses-là. Je me couche jamais sans ça. Et ma prière, toujours où je vais prier pour tous les gens que j'aime et tous ceux que je pense ne pas aimer. Je pense pas que j'aime pas quelqu'un. En fait, pour tous ceux, en fait, il y a des gens qui ont une énergie qui me convient pas. Et je prie pour eux aussi, même s'ils m'ont fait du mal, je prie pour eux. Ça s'appelle l'amour inconditionnel. Voilà, je prie quand même pour eux. Donc, Et Alexandra, la part de prière, après, ça peut oui, être un mantra, ça peut être peu importe, ça peut être une absolument. positive. Choisissez, hein, c'est vraiment, prenez ce qui vous parle, adaptez-le à vous, à vos croyances, à votre religion, à votre mode de vie. On n'est pas là pour donner un dogme. Moi, je suis là pour partager des histoires de vie, des expériences, et qu'à un moment donné, à travers ces expériences, il y a un déclic qui se passe. Et que vous puissiez vous dire ça, tiens, ça me parle, et peut-être que quand je vais me coucher maintenant, je penserai à ce qu'a dit Alexandra, et je vais faire mes gratitudes, c'est-à-dire dire merci pour ce que j'ai vécu dans ma journée, pour les personnes, comme tu l'as dit, que j'ai rencontrées, pour le soleil qu'il y a dehors, les oiseaux qui chantent, peu importe ce que vous avez envie et ce qui vous parle. Alors, on arrive un petit peu à la fin de cette interview, mais j'ai quand même une question encore. Qu'est-ce que la femme que tu es aujourd'hui, Alexandra, la femme puissante, alignée, qu'on ressent quand on t'écoute, a envie de dire à cette petite fille, là, ou cette adolescente, si tu avais juste un message à lui passer, tu vois, qu'est-ce que tu lui dirais? Ah, j'aurais tellement envie de l'apprendre à ne pas s'inquiéter, Hmm. à ne pas s'angoisser, à ne pas faire attention aux adultes. Donc, Voilà. ça serait avoir confiance en la vie.
Voilà, avoir confiance, avoir confiance. Je la laisserai faire tout ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant, sinon je ne serais pas là aujourd'hui avec toi et là où je suis. Mais oui, je voudrais quand même que cette petite fille soit quand même un peu moins insouciante et qu'elle Un peu, soit épargnée un peu plus insouciante. voilà, oui, je m'excuse, un peu plus insouciante, voilà, et qu'elle soit épargnée quand même des problèmes d'adultes, tout simplement, voilà. Peut-être ce soir, tu pourras, dans tes prières, lui envoyer cette énergie-là. Parce que, comme tu le disais en début de vidéo, tout est énergie. Et on peut réparer aussi. C'est pour ça que les constellations familiales, transgénérationnelles fonctionnent. Parce que dans cette énergie-là, on peut réparer. On peut envoyer cette émotion, ce sentiment. Et je pense que ce soir, tu vas te connecter à cette petite fille et lui envoyer plein de confiance en la vie et en tous ces guides qui l'accompagnent sur ce beau chemin que tu as eu pour devenir imparfaite et bien dans tes baskets. Alors, on va terminer là-dessus. Merci déjà de tout cœur de nous avoir exposé sans phare ton histoire, parce que c'est pas forcément évident. Moi, j'aime bien dire que les femmes qui vont venir là dans ces interviews vont mettre leur trip sur la table. Et ça, j'ai envie qu'on soit au-delà de ce qu'on montre sur les réseaux sociaux. Il y a plein de bons côtés aux réseaux sociaux, mais on vend aussi du rêve, alors que la réalité n'est pas toujours celle-ci. Et j'ai aimé que tu montres à la fois tous les côtés magnifiques de ta vie, tout ce que tu as transcendé, mais aussi toutes tes difficultés et tout ce que tu as traversé. Et ça, merci et bravo. Moi, j'ai eu plein d'émotions en t'écoutant. C'était juste magnifique. Et si tu avais quelque chose, tu vois, de léger, de joyeux à partager, parce que moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre pour aider les personnes qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à elles? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur partager? Un outil, une idée, une phrase, un mot, peu importe. Moi, j'ai un rituel simple qui me fait tellement du bien. Et je pense que tout le monde peut le faire. Allez, vas-y, on est avec toi. La journée, moi, j'aime des bonnes choses. J'aime le bon vin, la bonne goutte serbe. Elle m'a encore pas convertie. Hein. Pas encore. Il faut goûter. Hein, voilà, il faut quand même mettre le nez dedans. Hein, c'est quand même particulier. Mais en fait, il y a des journées où ça m'arrive, et ça m'arrive souvent, de mettre mon enceinte qui envoie bien la musique, de remplir mon verre d'une boisson que j'aime bien. C'est même pas obligé que ce soit alcoolisé. Hein, et de mettre ma musique et de danser, danser, danser très fort. J'ai cette chance d'être dans une maison, donc je peux mettre vraiment fort. Et moi, c'est quelque chose qui me fait tellement du bien que c'est incroyable. Ça peut être toute musique, hein, n'importe, tout dépend de ce que j'ai envie. Mais moi, je pense que c'est quelque chose que tout le monde peut le faire, même si vous êtes dans un appartement, les écouteurs. Et Oui. à fond, mais à fond, tout seul, sans personne. Et qu'est-ce que ça fait du bien. En tout cas, merci. Rendez-vous pour la prochaine vidéo avec notre prochaine invitée. Parce que avant d'avoir fait le voyage de sa vie, elle a fait un voyage au cœur d'elle-même. À bientôt, Alex. Merci pour tout. Merci. À bientôt.